Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue dans Kiosque, nous sommes ravis d'être avec vous. Nous allons cette semaine réserver une large place à la figure de Jacques Chirac en France et à l'étranger. L'ancien président français est décédé à l'âge de 86 ans. Jacques Chirac a marqué 40 ans de vie politique. Grand homme d'État, il n'en était pas moins l'homme de tous les paradoxes. Aux États-Unis, les démocrates tentent de destituer le président Donald Trump. Il est accusé d'avoir violé la Constitution en demandant à son homologue ukrainien d'enquêter sur son principal rival démocrate à la présidentielle de 2020. La procédure a-t-elle des chances d'aboutir? C'est ce que l'on verra avec nos invités. Et puis, les larmes et la colère de Greta Thunberg n'auront rien changé. Les États se sont peu engagés à la grande conférence de l'ONU sur le climat. Le discours de 4 minutes et demie de la jeune Suédoise est devenu viral, suscitant autant l'admiration que la haine, une polarisation qui fait oublier le plus important, la bataille contre le réchauffement climatique. Et cette semaine, nos kiosqueurs sont Richard Verly. Bonjour Richard, vous êtes correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps qui est également notre partenaire à Kiosque. La une d'ailleurs aujourd'hui est consacrée au décès de Jacques Chirac. Jean-Philippe Moinet, bonjour, vous êtes le bienvenu, vous également fondateur et président de la revue Civique. Vous êtes également chroniqueur au Huffington Post. Et enfin, Louis Quemaillou, bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous président du Club de l'information africaine. Merci à vous trois. Merci à vous d'être avec nous. Alors, Jacques Chirac avait dédié toute sa vie à la politique, 9 fois député, 18 ans à la tête de Paris, 7 fois ministre et 2 fois président. Il était le dernier de cette génération de présidents dont le destin se confondait avec celui de la nation. Retour en images sur les temps forts qui ont marqué son parcours politique. Je vous souhaite bien du plaisir et surtout, bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup. Pour l'avenir. L'image symbolique de cette journée historique. On reste à l'appuyer un peu plus longtemps. Voilà. Le président Chirac, bienvenue, ami de Bongo. Bienvenue, le président Chirac, bienvenue, ami. J'ai décidé de les reprendre parce qu'il en allait de la sécurité, de la fiabilité, de la sûreté de notre force de dissuasion. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go, and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. La Coupe du Monde. Et en votre nom à tous, je voudrais leur dire notre admiration. Oui, je suis candidat. Jacques Chirac est élu président de la République. Un accord vient d'être conclu entre le Brésil, la Banque mondiale et les Nations unies. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Messieurs, s'il vous plaît. L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate. Je peux dire que je voterai Hollande. Voilà, c'était l'une des dernières sorties publiques de Jacques Chirac. C'est peut-être aussi son dernier acte politique, en lançant ce « Je voterai Hollande ». Jean-Philippe Moinet, on le disait, boulimique, soif en mouvement toujours, plein de vie, mais alors terriblement foutraque. Quel est, à votre avis, le secret de ce parcours hors norme ? Le secret, il en a sans doute plusieurs, mais il y a celui de l'appétit permanent pour la vie d'abord, et puis la vie politique aussi. Et surtout, en fait, vous avez dit, plus de 40 ans d'une carrière qui fait penser aussi à quelque part à un parallèle avec François Mitterrand dans la durée. Tous les deux, d'ailleurs, ont été 2 fois à l'élection présidentielle d'abord avec échec, et ont eu 2 mandats et donc 2 élections avec succès à la présidence de la République. C'est ce qui peut les rassembler, mais il y a d'autres éléments. Le contraste aussi de leur positionnement, la variété de leurs alliances fait que dans les 2 cas, il y a j'allais dire, des exceptions en termes de personnalité, mais aussi quelque chose
on va dire, sont des terres républicaines à contraste. Je trouve que c'est ça qui marque Jacques Chirac aussi, alors, avec peut-être des éléments d'énergie incroyable, dévorante parfois, y compris sur sa vie familiale. Hein. Sa femme pourrait en dire quelque chose. Oui, absolument. On va y revenir. Côté débordant du personnage. Et puis, voilà, on reviendra sur les raisons du rayonnement d'aujourd'hui. Hein. Un rayonnement en France, avec le recueillement qu'on voit et qu'on observe et qui va se prolonger ce week-end. Et puis, ce rayonnement international qui a aussi quelques clés d'explication. Richard Verly, on a vu la une du Temps qui titre également sur le décès de Jacques Chirac. Évidemment, la une du Temps n'est pas le seul quotidien. Mais qu'est-ce qu'il incarnait quel est le point de vue des Suisses sur ce président français qui n'est quand même pas comme les autres? Il avait réussi à incarner à la fois la France et les Français, ce qui finalement est assez rare. Parce que incarner la France, par définition, c'est la fonction présidentielle. Vous êtes à l'Élysée, vous dirigez le pays et de ce fait, vous vous exprimez à l'étranger au nom de la France. Incarner les Français, c'est plus compliqué. Or, c'était sans doute l'un de ses secrets par son tempérament, par ses contradictions aussi, qui étaient souvent d'ailleurs des contradictions françaises, toujours tiraillées entre une forme de libéralisme et de volonté de faire du social. Il était vraiment à l'unisson de la société de son époque. Et ça, je tiens à le signaler parce qu'il y a aujourd'hui dans cette émotion beaucoup de nostalgie. Pas peut-être toujours de la nostalgie pour le personnage Chirac, mais de la nostalgie pour l'époque, ce qu'il représentait. C'était quand même, ne l'oublions pas, une époque où faire de la politique était très différente d'aujourd'hui. Vous n'aviez pas les réseaux sociaux, vous aviez le contact avec les lecteurs qui primait, et surtout, vous aviez l'archi-cumul des mandats. Parce que Jacques Chirac, ne l'oublions pas, était à la fois maire de Paris, député de Corrèze, il a été président du Conseil général, et donc c'est vraiment une autre politique, ce qu'on appellerait aujourd'hui le vieux monde. Mais ce vieux monde-là, il le maîtrisait parfaitement et je dirais dans sa version populaire et dans sa version donnant l'impression qu'il était véritablement au service des gens. Et vous savez qu'aujourd'hui, notamment Gilets jaunes et autres, un des grands reproches adressés aux élus, c'est de ne pas être assez au service et de se servir. Lui, il a réussi ça. Il a réussi à laisser penser les Français qu'un élu est à leur contact, les écoute et qu'il est là pour ça. Louis Quemaillot, vous diriez aussi que c'était le plus français des présidents? Oui, je pense que non seulement il était très français, mais il incarnait véritablement cette 5e République où il a été gaulliste, et ça, pour le meilleur comme pour le pire, parce que sur le continent africain, quand il est arrivé à l'Élysée et qu'il a repris Jacques Foccart pour diriger la cellule Afrique, il incarnait tout ce passé où les relations incestueuses entre les dirigeants africains et les dirigeants français étaient décriées. Mais cela mis de côté, je pense qu'il a aussi apporté sa touche dans les relations entre l'Afrique et la France en essayant de ressusciter un passé où, pendant très très longtemps, on avait eu l'impression que la France ne s'intéressait plus tant que cela à l'Afrique et que, par moments, les sujets qui touchaient à l'Afrique étaient secondaires comparativement aux sujets atlantiques, comparativement à la construction européenne. Et donc, il a remis l'Afrique au centre de l'agenda politique français, ce qui n'est pas rien, et il s'est engagé sur de nombreux combats. D'abord celui en faveur de la jeunesse africaine, où il a organisé un sommet à Bamako pour faire entendre les jeunes, pour faire écouter les jeunes, par à la fois les dirigeants d'Afrique, mais aussi les autorités françaises. Et tout cela a milité en quelque sorte en sa faveur, les bains de foule qu'il faisait sur le continent. Ça n'est d'ailleurs plus possible, parce qu'on a vu tout à l'heure Jacques Chirac arrivant au Gabon et accueilli de cette manière-là. Ça n'est plus possible. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, au Burkina Faso, c'était des bains de foule véritablement. Mais dites-nous pourquoi ça n'est plus possible? Ce n'est plus possible pour de nombreuses raisons. La première étant qu'aujourd'hui, il y a une vraie défiance vis-à-vis de la France. La France n'est plus seule sur le terrain diplomatique en Afrique. Il y a de nouveaux pays qui sont arrivés, la Russie, la Chine en tête, les pays émergents de façon générale, le Brésil, la Turquie. Il y a de nombreux partenaires qui sont arrivés et qui grignotent de plus en plus la place, ce qui rend les présidents africains moins révérencieux vis-à-vis des autorités françaises, surtout qu'elles ont conditionné à un certain moment l'aide publique aux avancées démocratiques. Et justement, le président Chirac, c'était pas trop sa tasse de thé. Oui, et puis alors sur l'international comme sur le national, Jacques Chirac était vraiment une personnalité
comme un kaléidoscope. D'ailleurs, c'est l'un des rares à avoir voté l'abolition de la peine de mort à son époque. Il a soutenu Simone Veil pour le droit à l'IVG. C'est lui encore qui a relancé les essais nucléaires puis les a supprimés. C'est le président aussi de certaines fractures sociales en France. C'était lui encore le bruit et les odeurs, en même temps qu'il a été le président de cette France Black Blanc Bleu en 1998. Jean-Philippe Moinet, il savait incarner toutes ces contradictions. Est-ce que c'est aussi ça, sa force? C'est d'être capable presque de sentir l'air du temps mieux que les autres présidents, peut-être? Oui, effectivement, il incarnait quelque part les paradoxes français et en tout cas les sujets qui pouvaient traverser la France de manière contradictoire. Et il y a 3 exemples, mais je voudrais, avant de les évoquer, ces 3 exemples, évoquer les causes qui dépassaient les clivages et qu'il a incarné. La lutte contre l'extrémisme, c'était quand même une constante, ce fil rouge conducteur, l'intransigeance républicaine contre l'extrême droite. Et dans son camp à droite, on peut voir aujourd'hui, son ancienne famille, que ça peut manquer en termes de repères. La deuxième chose, c'est le sens de la mémoire historique concernant la mémoire de la Shoah d'une part, mais aussi d'autres aspects. C'est lui, par exemple, qui a rajouté une date commémorative officielle en France, qui est celle de commémoration des harkis, le 25 septembre chaque année. C'est lui qui l'a souhaité. Et puis le sujet du respect et de la protection des civilisations au pluriel. Donc cette multipolarité française, en tout cas dans son esprit, était importante sur la scène internationale. Et c'est vrai que sur les contradictions, il y en a eu beaucoup, et il arrivait à ratisser très large. C'est en cela qu'il avait des ressemblances avec François Mitterrand. C'est pas un hasard s'ils sont devenus tous les deux présidents à un moment donné. Notamment sur... Mais enfin, ils se sont cordialement détestés. C'est pas tout à fait les mêmes hommes. Ils se sont combattus. Mais il y avait, par exemple, même dans la jeunesse de Chirac, en quelques années, il était signataire de l'appel de Stockholm, donc était accusé à l'époque d'être pro-communiste, lui, et quelques années après, il était sous l'uniforme français, pro-Algérie française. Ça s'est passé en quelques années. Donc il y avait un premier paradoxe qui traversait sa propre personnalité. À un moment donné, il était pro-Giscard en 1974, en 1976, 2 ans après, anti-Giscard, militant et actif. Sur plein de sujets, il était comme ça, anti-européen en 1979, avec l'appel de Cochin contre le parti de l'étranger, avait-il dit, qui visait le parti du président Giscard. Et quelques années après, il était pro-européen, approuvant le traité de Maastricht contre ses compagnons gaullistes, Philippe Seguin par exemple, qui était opposé au traité de Maastricht. Donc il y avait ces contradictions françaises qu'il incarnait. Et il avait en plus, et c'est là que, c'est vrai que ce que disait Richard, il y a une forme de nostalgie, mais ce qui est très étonnant, qu'on observe aujourd'hui, un confrère de RFI le mentionnait hier, c'était l'attraction pour les jeunes encore aujourd'hui. Les t-shirts Chirac, qui n'ont pas connu Chirac homme politique, il y a quelque chose qui se passe dans l'opinion française encore aujourd'hui, qui fait qu'il parle quand même, y compris à des jeunes adolescents ou jeunes hommes, jeunes femmes qui n'ont pas connu Chirac, président de la République. Il a transmis une image qui travaille toute seule dans l'opinion publique française, j'allais dire, et qui fait qu'il parle encore à ces jeunes générations. Donc il ratisse très large en génération aussi, ce qui explique sans doute le phénomène d'opinion qui se passe en ce moment en France, qui va durer tout ce week-end et qui n'est pas du tout artificiel, qui est profond. Il y a de la nostalgie, mais il y a aussi de la modernité dans Chirac. Richard Verly, alors finalement, ce Jacques Chirac était-il de droite ou de gauche, quand on voit à quel point il a pu ratisser large, avec aussi des prises de position parfois contradictoires, mais toujours avec beaucoup de panache? En posant la question, vous y répondez. Il était en réalité, au fond de lui-même, centriste. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a presque commencé sa carrière politique, puisqu'il a été envoyé, avec le soutien de Marcel Dassault, l'avionneur, il a été envoyé en Corrèze chez Henri Queuille, président du Conseil de la 4e République, qui était l'archétype du radical socialiste et qui avait fait de l'inaction son mot d'ordre, en quelque sorte, en disant qu'il n'y a aucun problème politique ne peut être résolu sans inaction. Donc je crois qu'en réalité, il y a un autre paradoxe chez Jacques Chirac, et c'est sans doute ce qui fait qu'il est populaire auprès des jeunes. Il impressionnait par sa stature physique, il était grand, il était extrêmement énergique, il avait une puissance qui émanait de lui, mais il ne faisait pas peur intellectuellement, alors que c'était un véritable intellectuel. Il connaissait très bien les arts premiers, on le sait, il était très érudit sur les civilisations et sur beaucoup d'autres choses, mais il n'avait pas cette... Je dirais, François Mitterrand était quelqu'un qui glaçait son entourage, parce qu'il y avait cette espèce de limite, ce fossé que tout le monde ressentait
au moment où on approchait François Mitterrand. Ce n'était pas le cas pour Chirac, et de ce point de vue, je pense qu'une partie de la jeunesse regrette ce genre de politiciens. Ces politiciens à qui l'on peut parler sans être rabroué, ces politiciens qui ne vous impressionnent pas par leur curriculum vitae, même s'ils sont très capés et très diplômés. Il y avait ce secret-là chez Chirac, et peut-être que des présidents qui lui ont succédé feraient bien de s'en inspirer. Alors justement, cette personnalité un peu hors norme, Louis Quemaillou, finalement, depuis hier, les hommages pleuvent. Évidemment, toutes les chaînes de télévision, tous les médias parlent de son décès. Finalement, on parle peu de son bilan. Ce qu'on retient surtout, c'est l'homme. On retient l'homme parce que l'homme en lui-même était déjà presque suffisant. Alors qu'il a eu quand même quelques casseroles durant ses mandats, hein, les emplois fictifs. Oui, non mais quand il termine ses 2 mandats au bout de 12 ans, il est au plus bas dans les sondages. Et il a toutes ces affaires qui lui collent à la peau. Et on ne peut pas expliquer comment. Il a un regain de popularité au sein à la fois des jeunes et même à l'extérieur à travers sa fondation, où il continuait de militer pour les causes qui lui tenaient à cœur, notamment cette relation à l'Afrique. Parce qu'on a beaucoup parlé de la fracture sociale en France, mais il y a aussi la fracture qu'il y avait entre les pays africains et le reste du monde, qui lui tenait à cœur, à la fois la lutte pour financer les médicaments, la lutte contre les faux médicaments, la lutte pour aider les pays africains à rejoindre le centre de la diplomatie internationale, et puis la lutte pour que les langues soient préservées, que les cultures soient préservées. Son successeur a bien montré que ce combat n'a même pas été gagné, parce que pour lui, l'homme africain n'était jamais entré dans l'histoire. Et c'est tout le contraire que Jacques Chirac a essayé de montrer pendant les 12 ans au cours desquels il a présidé la France. Aujourd'hui, est-ce que l'Afrique pleure aussi, Jacques Chirac? Quel est le retour des médias en Afrique? Le retour au niveau de la population, c'est vrai qu'aujourd'hui, la France n'a pas une très bonne image sur le continent africain. Il faut dire ce qui est. C'est que la plupart du temps, aujourd'hui, quand on parle de la France, la plupart des gens voient la France-Afrique, ils voient la question du franc CFA, ils voient la dévaluation qui a eu lieu dans les années 94, et puis toutes ces histoires de politiciens qui se remplissaient les valises pour se rendre des services sur le dos des citoyens. Donc, en réalité, les nouveaux partenaires qui sont arrivés font presque oublier la France et font qu'aujourd'hui, la France a encore des gages à donner pour reprendre sa place sur le continent africain. Cela dit, quand on a eu un leader comme Chirac qui allait au charbon, qui n'allait pas dans des visites pour faire 2 heures et vous parler de chiffres, vous donner des leçons sur la bonne et la mauvaise façon de gérer le pays, ça marque les esprits. Et ça, c'est resté. Quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est dans le patrimoine aujourd'hui, et que, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on le respecte pour la manière dont il s'est engagé de façon ferme et franche. Oui, absolument. Et d'ailleurs, il avait eu cette phrase au cours d'une interview un jour en disant « Mais nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi, je ne connais pas beaucoup de présidents français capables d'endosser une phrase pareille. » Absolument. Oui. Quelle est votre opinion sur ce Chirac? On l'appelait d'ailleurs un lien avec l'Afrique. Chirac l'Africain. Ou l'avocat des Africains. Un lien quand même assez particulier, assez proche de, j'allais dire, physiquement, charnellement, parce que Chirac, effectivement, plaît aux jeunes par sa stature physique, et aussi, presque, il parle à ses homologues, il parlait à ses homologues de manière très directe. Moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'accompagner, par exemple, à un voyage présidentiel au Maghreb. C'était juste après les attentats du 11 septembre, où il était d'ailleurs le premier chef d'État européen à aller en hélicoptère voir et se recueillir sur les ruines du World Trade Center à New York. Et après, il est parti faire une tournée, notamment des 3 pays d'Afrique du Nord. Et c'était très impressionnant de voir la popularité qu'il avait, en tout cas à l'époque. Et notamment Alger, les drapeaux français étaient dans le centre d'Alger. Alors il y avait certes l'organisation qu'on connaît dans ces pays-là, mais honnêtement, il y avait quelque chose qui se produisait. Et donc il y avait un lien affectif et affectueux, réciproque entre Chirac et l'Afrique. C'est vrai qu'il y en a une autre époque sans doute. Et il y avait quand même des choses à rappeler dans son parcours qui parlent à d'autres continents. C'est cette fameuse multipolarité dont il a fait un des aspects de sa politique étrangère avec Dominique de Villepin, mais qui aussi a un écho aujourd'hui avec chez Emmanuel Macron. On voit qu'il y a aussi ce sujet du respect, par exemple, des procédures des Nations Unies, qui était un des aspects de son opposition de l'intervention américaine. C'était certes s'opposer aux Américains, mais aussi dire qu'il faut passer par les Nations Unies. Et ce sujet-là est très actuel.
Donc Chirac laisse quelque chose de très moderne, contemporain sur cet aspect des choses, diplomatiquement parlant. Et autre aspect de son bilan, puisqu'on l'a évoqué, certains parlent de la faiblesse du bilan et qu'on parle beaucoup de l'homme, mais c'est vrai qu'il a laissé des choses en termes d'intervention, on l'a dit, sur l'aspect mémoriel par exemple, mais aussi sur la laïcité en France. Et ce sujet-là, il a fait un rassemblement républicain qui est ratissé très large sur l'échiquier, en tout cas de l'Assemblée nationale, de la droite à la gauche comprise, pour dire à un moment donné, avec cette commission présidée par Bernard Stasi en 2004 ou en 2003, c'est vrai qu'il fallait prendre à bras-le-corps ce sujet pour la France, et la République française s'est retrouvée dans le propos de Jacques Chirac sur la laïcité. Et je voulais terminer sur le côté militaire, parce que c'est vrai que c'est lui qui a professionnalisé l'armée française. Absolument. Mais il y a aussi, sur le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, ce gel qu'il y avait eu sur les tirailleurs sénégalais, comme on les appelait, et Jacques Chirac, quelque part, a réhabilité ces différents tirailleurs qui ne venaient pas que du Sénégal, en organisant, par exemple, la commémoration du débarquement, non pas en Normandie, mais en Provence, et en faisant venir sur le Charles de Gaulle tous les chefs d'État des pays qui étaient concernés et ceux des survivants qui étaient encore là. Et ça, c'était juste avant qu'il y ait un premier dégel des primes qui devaient être reversées à ces tirailleurs sénégalais. Très impressionnant, effectivement. Juste en 30 secondes, cet élément historique faisait la marque de fabrique de Chirac, mais a beaucoup parlé à l'Afrique, et pour cause, parce que c'est l'Afrique qui a libéré le sud de la France du nazisme. Et ce 15 août, qui ont été célébrés cette année par le président actuel, mais c'est vrai que Jacques Chirac a été bien avant lui le promoteur de ce moment historique, et ne pas oublier que ce qu'on appelait l'armée d'Afrique a largement contribué à la libération de la France et de l'Europe du nazisme. Richard Verly, c'était Chirac africain, mais aussi un héros quasiment au Moyen-Orient et dans les pays arabes. Oui, parce qu'il avait une fine connaissance des peuples. Et ce qui vaut pour les Français, ce qu'on est en train de dire sur la relation particulière qu'il avait avec les Français, il savait l'avoir avec d'autres peuples qu'il connaissait moins par proximité, mais dont il connaissait très bien la culture et les référents culturels. Ce qui fait que quand il allait au Moyen-Orient, il était capable de citer soit des poèmes, soit des œuvres artistiques des pays qu'il visitait. La même chose en Chine, encore plus au Japon, où l'on sait la connivence particulière qu'il avait avec ce pays, y compris avec le sumo, la lutte traditionnelle japonaise. Tout ça tissait au fond un réseau de relations et de connaissances qui le rendait sympathique à peu près partout. Alors par contre, n'oublions quand même pas qu'il fut aussi l'homme de décision extrêmement controversée. Je pense à sa décision de reprendre les essais nucléaires qui lui a valu au début de sa première présidence une sorte d'opprobre international. Ce qui l'a sauvé en quelque sorte, c'est évidemment le non à la guerre d'Irak, parce que derrière ce non à la guerre d'Irak, et vous l'avez très bien dit, il y a à la fois une affirmation forte du multilatéralisme. Des problèmes comme ça doivent se régler à l'ONU, et d'ailleurs à l'époque il y avait une mission de l'ONU, vous vous souvenez, sur le désarmement de l'Irak, etc. Et il y a aussi ce cri lancé à travers ce nom au peuple de la région qui allait subir l'interventionnisme américain en disant « la France n'est pas aux côtés de ceux qui s'apprêtent à vous agresser ». Et quand même, il y avait une forme de pragmatisme, parce que Chirac savait très bien que la démocratie en 6 mois, comme à l'époque les Américains prétendaient pouvoir le faire, ça n'existe pas, et on a vu le résultat. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est lui qui a aussi eu cette formule. Le multilatéralisme n'est pas un luxe que les Africains peuvent s'offrir. Le multipartisme. Le multipartisme, hein. J'ai dit multilatéralisme. Pardon, le multipartisme, pardon. Alors, l'Élysée annonce une journée de deuil national lundi, pendant laquelle sera également organisée une cérémonie solennelle en l'église de Saint-Sulpice. On verra qui se déplacera. Il n'y a pas d'hommage international, mais peut-être que ça va se transformer en obsèque international avec des chefs d'État. Une minute de silence sera également observée à 15h. Avant cela, un hommage populaire sera rendu aux invalides, et ça, c'était une volonté de sa famille avant qu'il ne soit enterré au cimetière de Montparnasse. Oui, juste un mot peut-être sur la douleur qui a été la sienne. Vous savez qu'il avait une fille malade, qui a été malade pendant très longtemps, qui est décédée en 2016, et d'ailleurs il va être inhumé aux côtés de cette fille. Et je crois que ça, les Français le savaient. On ne connaissait pas les détails parce qu'il restait très secret, mais cette idée qu'un homme aussi énergique, aussi ambitieux puisse avoir une faille personnelle profonde, je pense que ça a contribué à le rendre sympathique. Oui, tout
tout à fait. Ça a même meurtri sa famille, hein, toute la famille, Claude, Bernadette Chirac, ont été, à juste titre, évidemment, meurtris par la maladie de Laurence, qui est décédée il y a quelques années. Et c'est vrai que cette humanité de Chirac parle aussi par ça, et c'est vrai qu'il a su à la fois, pour peut-être conclure sur ce personnage, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, merci de nous permettre d'y réfléchir, c'est que les objets qui ont pu l'incarner, il y en a deux qui sont très populaires. Le mot populaire participe de sa démarche. La bière et la pomme. À un moment donné, la pomme, il y a eu des choses très simples, était le symbole d'une de ses campagnes électorales. Et c'est vrai que derrière tout ça, et c'est la Provence qui titrait comme ça aujourd'hui, je crois, qui disait que c'était un faux franchouillard esthète. Parce que derrière cette apparente simplicité, il y avait beaucoup de complexité et beaucoup de sensibilité, y compris artistique, et on le sait avec le Grand Musée des Arts Premiers. Voilà, si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue de passer en revue l'actualité de la semaine avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien Le Temps, Louis Quemayou, président du Club de l'information africaine, et Jean-Philippe Moinet, directeur de la revue Civique. Je le disais, aux États-Unis, après avoir longtemps tergiversé, Nancy Pelosi saute le pas. La présidente des démocrates à la Chambre des représentants a décidé d'activer la procédure de destitution, le fameux impeachment à l'encontre de Donald Trump. C'est l'affaire ukrainienne qui lui donnera finalement l'occasion de franchir le Rubicon. C'est une blague, une destitution pour ça? Une blague, peut-être pas, car la procédure de destitution lancée par les démocrates à l'encontre de Donald Trump est on ne peut plus sérieuse. À l'origine, il lui est reproché d'avoir fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour nuire à son adversaire et favori du camp démocrate pour les élections de 2020, Joe Biden. Une version expurgée de la conversation téléphonique entre les deux chefs d'État a été publiée par la Maison-Blanche. Elle montre que le président américain demande à Zelensky de s'intéresser à Hunter Biden, le fils du candidat démocrate, en s'appuyant sur ses 5 années durant lesquelles il a travaillé pour une entreprise gazière ukrainienne. Donald Trump a-t-il abusé de sa position à des fins politiques? C'est désormais au Congrès de trancher. L'enquête sera menée par un comité, puis la Chambre des représentants à majorité démocrate devra voter la destitution. La dernière étape se déroulera au Sénat à la main des Républicains, où les 2/3 des représentants devront entériner l'impeachment. Une composition de la dernière Chambre qui rend une éventuelle destitution très peu probable. Cela faisait des mois que la frange la plus à gauche, d'autres diront la plus radicale des démocrates, réclamait cette procédure de destitution. Il y a eu un précédent avec l'ingérence russe. Pourquoi, Richard, aujourd'hui précisément? Pourquoi est-ce que Nancy Pelosi se saisit de l'affaire ukrainienne pour déclencher cette procédure de destitution? Bon, là, la grande différence avec ce dont vous parliez, c'est-à-dire l'ingérence russe, c'est que là, il y a des faits irréfutables. Et d'ailleurs, la Maison-Blanche a publié les extraits de cette conversation. Donald Trump, en effet, demande à un chef d'État étranger d'enquêter sur le fils de son opposant numéro 1, pourrait-on dire, puisqu'aujourd'hui, Joseph Biden est considéré comme le principal adversaire dans le camp démocrate. Donc, à partir de ce moment-là, il y a, je dirais, sans doute pour Nancy Pelosi, 2 lignes rouges qui ont été franchies. La première, c'est que Trump déclare la guerre au Parti démocrate. Parce que quand vous appelez un dirigeant étranger à la rescousse, c'est une guerre ouverte. Et ça, on comprend très bien que ce n'est pas acceptable. La deuxième chose, c'est que derrière ce coup bas-là, il y en a sans doute d'autres qui se préparent. Et donc c'est probablement une manière pour les démocrates d'engager les hostilités. Vont-ils les gagner ou pas? On voit qu'institutionnellement, c'est extrêmement difficile. On ne sait pas comment ça va évoluer. Il y a une autre difficulté, c'est que Donald Trump antagonise le pays, c'est pas nouveau. Mais cet antagonisme, jusqu'à maintenant, lui a profité. Et donc c'est très risqué pour les démocrates quand même d'aller au fond mettre maintenant de l'huile sur le feu, de permettre à Donald Trump, même si c'est faux, de se poser en victime, à nouveau en victime de l'establishment. Et là, on pourrait voir, compte tenu du tempérament de Donald Trump et de sa manière de prendre les foules à bras-le-corps, cette campagne devenir extrêmement dure, extrêmement violente, et c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie américaine. Alors la procédure de destitution, c'est une procédure qui n'est pas simplement juridique, elle est aussi très
politique et elle va surtout, sans doute, se gagner au niveau de l'opinion. Et c'est peut-être pour cette raison que Nancy Pelosi a hésité jusqu'à présent. Les Américains, peut-être aujourd'hui, sont plus à même de comprendre les subtilités de cette nouvelle affaire. Louis Quemaillou, vous pensez que dans cette bataille de l'opinion, Donald Trump pense que lui, il sera plus fort ? Je crois qu'il sera plus fort parce que sa communication ne se fait pas sur les mêmes repères que ceux des démocrates. Pour lui, la campagne va commencer beaucoup plus tôt qu'il ne le prévoyait, mais on n'est pas si loin que ça du début de la campagne. Sa fin de mandat est presque atteinte et donc logiquement, les sénateurs et les autres membres du Congrès ne verront pas l'utilité de le renverser maintenant, vu que dans son camp, il garde quand même une assise populaire très forte. Ça, s'il y avait des désistements dans son camp, qu'on avait une majorité de 10, 20 ou 30 députés ou congressistes ou sénateurs qui se désistaient et votaient avec les démocrates, peut-être qu'il y aurait matière à réfléchir. Mais là, non seulement il garde un électorat populaire très fort, mais son camp le soutient. Et en plus, les démocrates aujourd'hui ne sont pas au meilleur de leur forme. Même si Joe Biden apparaît comme celui qui pourrait éventuellement tenir le challenge, je ne suis pas certain qu'il puisse véritablement tirer profit de cette procédure d'impeachment. Jean-Philippe Moinet, vous n'êtes pas d'accord ? Non, je pense qu'il y a des points de faiblesse qui vont se révéler chez Trump pendant cette campagne, sur lesquels les démocrates sont en train d'appuyer. Et je pense qu'effectivement, sur le plan juridique, cette procédure risque de ne pas aboutir, sachant qu'on est dans la politique. On ne sait pas encore ce que va révéler, par exemple, la publication de l'alerte lancée par un membre du renseignement et qui est à la base de cette procédure. Donc peut-être qu'il va y avoir encore des rebondissements. Oui, il y aura des rebondissements. Il y a des aspects effectivement importants concernant le monde du renseignement américain et puis le monde politique des républicains qui n'est pas toujours, c'est moins qu'on puisse dire, sur la même longueur d'onde que celui de Trump, notamment sur les sujets de politique étrangère, notamment concernant l'Est européen, notamment concernant les relations avec M. Poutine. Et là, chez les démocrates, on a vu une offensive se faire sur ce sujet, pas par hasard, parce que ça concerne l'Ukraine, et puis ça concerne aussi une forme de revanche par rapport à l'exploitation qu'a fait Donald Trump des affaires, des mails controversés d'Hillary Clinton, exploitation, surexploitation, avec peut-être des connivences que l'on sait dans les intrusions russes dans la campagne américaine, qui sont certifiées, celles-ci, ces intrusions, en tout cas ces participations à la campagne de déstabilisation d'Hillary Clinton. Et donc, on voit que les démocrates veulent leur revanche et ils l'auront peut-être. Moi, je pense qu'il y aura des faiblesses de Trump qui est en train d'ailleurs de devoir évoluer, par exemple, sur des points faibles qui étaient son climato-scepticisme. L'opinion américaine, à droite compris, chez les entrepreneurs américains compris, souhaite que la lutte contre le réchauffement climatique soit plus importante. Et on voit Donald Trump sur la défensive, finalement, avec cette offensive sur l'Ukraine, mais sur d'autres sujets pendant le début de cette campagne. Et donc je ne suis pas sûr que Donald Trump, contrairement à ce qui a été dit, soit gagnant sur tous les points parce qu'il a clivé et parce qu'il est populiste. Je pense que les populismes, à un moment donné, ont leurs limites et ça se voit. Et peut-être, Richard, que ce sera l'occasion aussi pour certains autres prétendants du côté républicain. Je pense à Mitt Romney, par exemple, qui, lui, a été l'un des rares, peut-être, durant ces révélations, à dire « Ah, là, je suis profondément troublé par ce que je lis et ce que j'entends. » Est-ce que ça pourrait pas servir, au fond, les desseins de certains dans son propre camp? Ça peut, bien sûr, mais franchement, imaginer un autre candidat que Donald Trump au nom du Parti républicain, ça me paraît très improbable à ce stade. Il est le président sortant et de ce fait, il a les meilleures armes, sauf si, bien sûr, l'impeachment devait aboutir. Par contre, ça risque de provoquer quand même quelque chose chez les démocrates, ne l'oublions pas. C'est que Biden se retrouve tout de même fragilisé, parce que son nom est répété en boucle. Il va devoir s'expliquer. Évidemment, non seulement il va devoir s'expliquer, mais vous savez, aujourd'hui, on est dans une espèce de société du battement de tambour permanent, et aujourd'hui, le battement de tambour, c'est Biden faisait quelque chose de pas net en Ukraine. La famille Biden. Oui. Au deuxième degré, ça l'intronise face à Trump. Oui, mais je ne suis pas si sûr que cette intronisation-là soit la meilleure. Il y a une autre candidate qui est en train d'émerger très fort, Elizabeth Warren, et c'est peut-être à elle que ça pourrait profiter. Oui, Elizabeth Warren, d'ailleurs, qui, pour la première fois dans les sondages, dépasse Joe Biden en termes
d'intention de vote pour l'investiture chez les démocrates. Et puis alors, vraiment, on sent que Donald Trump veut profiter au maximum de cette affaire. D'ailleurs, son équipe de campagne a été très fine là-dessus, puisque tout de suite, il y a eu une campagne de levée de fonds. Attention, nous sommes en danger, nous avons besoin de votre soutien. Et le soutien, il est sonnant et trébuchant. En 24 heures, les républicains ont réussi à lever 5 millions de dollars. Et ça, les démocrates ne l'avaient pas anticipé. Louis, vous pensez que, encore une fois, il y a de ce point de vue de manipulation ou en tout cas de stratégie, Donald Trump, malgré tout, il garde une avance? Je crois qu'il garde une avance, c'est que le simple fait que jusqu'à présent, il n'ait jamais perdu son socle électoral montre déjà qu'il est très solide. En intention de vote, vous parlez. Il a perdu une élection intermédiaire. Non, je veux dire, sur sa personne. Là, on parle des élections par rapport au parti. Mais sur sa personne, jusqu'à présent, il n'a pas perdu son socle électoral. Et ça, c'est un signal très fort. La deuxième chose, c'est que non seulement il communique de façon très généreuse dans les médias, mais il est lui-même son propre média en termes de communication. D'ailleurs, il a demandé la déclassification assez rapidement. C'est bien qu'il espérait en tirer profit. Inversement, on peut dire que cet appel au fonds financier est une marque de fébrilité, parce que s'il était si sûr de lui pour être le président qui s'impose naturellement pour une réélection, est-ce qu'il aurait besoin de mobiliser d'un seul coup des fonds? Donc moi je pense qu'il y a quand même une fébrilité aussi du côté des soutiens de Trump, qui sont, encore une fois, ces soutiens de Trump existent, il y a ce socle dans les intentions de vote, mais il faut se méfier des intentions un an avant une élection, et d'ailleurs il a fait campagne sur le thème « Les sondages sont trompés » en 2016, et vous voyez, j'étais vainqueur contre les sondages, donc ça peut se retourner tout ça. Et n'oublions pas une chose, c'est que les Américains étaient majoritaires dans le pays pour voter contre Donald Trump, y compris il y a 4 ans. Donc est-ce qu'ils seraient moins nombreux aujourd'hui? Ce n'est pas sûr. Et puis, perdre une bataille comme celle-là pour les démocrates sera vraiment très mauvais signe. Parce que sur la Russie, déjà, ils n'ont pas gagné. S'ils perdent sur l'Ukraine également, je pense qu'ils vont rebooster sa cote et on pourrait retomber dans un phénomène comme celui de Bill Clinton, où malgré toutes les affaires qu'il avait, notamment Lewinsky, il a pu se faire élire. Donc, je pense que c'est très dangereux de partir sur ce genre de piste parce que plusieurs défaites accumulées ne font pas une victoire. Pardon. Richard, d'ailleurs, Nancy Pelosi, elle a assisté, elle était aux premières loges lorsque justement il y a eu toute cette affaire de destitution autour de Bill Clinton avec l'affaire Lewinsky. Donc elle sait très bien que ça peut se retourner véritablement contre son propre camp, mais elle n'avait pas le choix. C'était presque, l'inaction aurait été tout aussi impardonnable de la part de l'électorat démocrate. Sans doute, mais également parce que là, elle est sur une ligne de crête extrêmement importante, qui est, utilisons le mot, quelque part la trahison, puisque vous appelez, encore une fois, un chef d'État étranger à intervenir dans vos affaires politiques. Donc c'est très fort. Donc là, je pense qu'il y a l'espoir vraiment chez les démocrates que ça marque l'opinion américaine sur le thème « Ce président, l'homme qui est aujourd'hui à la Maison-Blanche, est capable de tout », y compris de livrer notre destin démocratique à une puissance étrangère. Par contre, il y a un grand talon d'Achille, c'est que l'Ukraine est un pays qui, vu des États-Unis, apparaît comme en total, je dirais, éclatement, marginal, un pays pas sérieux, pas crédible. Et donc, ce serait complètement différent, vous l'imaginez bien, si c'est à M. Xi Jinping, le Chinois, ou Vladimir Poutine que Donald Trump avait demandé de l'aide. Parce qu'alors là, ce serait du très lourd. Demander de l'aide à un ancien acteur de télévision devenu président ukrainien, je ne suis pas sûr que pour l'Américain moyen, ce soit perçu comme un fait de si haute gravité. Ceci dit, il n'a pas demandé de l'aide à M. Poutine, mais on sait les proximités personnelles qu'il a avec le président russe, notamment cet épisode surréaliste qui va être rappelé pendant toute la campagne, à savoir sur le territoire russe, où M. Trump a quand même désavoué, et 24 heures après, il a démenti avoir désavoué, mais ses propres services de renseignement concernant les intrusions russes, où il a dit non, monsieur Poutine, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, les services de renseignement de mon pays démontrent qu'il n'y a aucun problème en termes d'intrusion de la Russie dans la campagne qui m'a fait élire. Et après, il a dû quand même faire machine arrière, retournant dans son pays. Donc le procès en trahison va être effectivement, Richard a raison de souligner cet aspect, c'était ce maillon faible qui peut être très faible à un moment donné dans une campagne pour sa réélection. Très faible, et jusqu'à présent, il n'y a aucune procédure de destitution qui n'a abouti, et il n'y a aucun des 3 précédents présidents qui n'ont été destitués.
How dare are you? Comment osez-vous? C'est un peu le j'accuse de Greta Thunberg cette semaine à New York. Son ton percutant a fait l'effet inverse. Elle a essuyé une avalanche de critiques et de moqueries. Greta Thunberg, pourquoi tant de haine? La jeune Suédoise n'est pourtant pas la première ado à avoir été invitée à la tribune des Nations Unies pour interpeller les grands de ce monde. Il y avait eu avant elle une jeune Canadienne. Elle s'appelait Severn. Regardez, nous avons mis en regard ces deux discours à 27 ans d'intervalle. Nous sommes un groupe d'enfants de 12 à 13 ans qui essaient de changer les choses. Nous avons réuni tout l'argent pour venir par nous-mêmes, faire 8000 km et vous dire à vous les adultes que vous devez changer vos habitudes. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Je suis ici pour parler au nom de toutes les générations à venir. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. J'ai peur d'aller au soleil dehors maintenant à cause du trou dans la couche d'ozone. J'ai peur de respirer l'air car je ne sais pas quelle substance chimique il contient. Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'écroulent. Perdre mon futur, ce n'est pas comme perdre les élections ou quelques points en bourse. Vous ne parlez que d'argent et de contes de fées à propos d'une croissance économique qui serait éternelle. Comment osez-vous? N'oubliez pas pourquoi vous assistez à ces conférences. Comment osez-vous continuer à regarder ailleurs et venir ici dire que vous faites suffisamment quand les politiques et les solutions nécessaires ne sont nulle part en vue? Ce que vous faites me fait pleurer la nuit. Ici et maintenant, nous fixons les limites. Le monde se réveille et le changement arrive, que ça vous plaise ou non. Merci. Alors je le disais, 27 ans séparent ces deux discours. Il y en a un, on l'a vu, plutôt policé, plutôt encore gentil, et de l'autre, une ado révoltée au bord des larmes. Greta Thunberg, est-ce que c'est pas 27 ans d'inaction, Louis? Moi, je pense que nos dirigeants politiques et les puissances industrielles qui sont dans ce monde ont peut-être perdu de vue le fait que nous sommes des locataires. On va transmettre cette planète plus tard à d'autres générations et que si on nous l'avait transmise dans l'état dans lequel nous l'avons plongée, je pense qu'on serait très embêté de gérer un tel héritage. Et c'est malheureusement ce qui se profile à l'horizon. Et les interpellations, que ce soit celle de la Canadienne ou celle de la Suédoise, vont dans ce sens. C'est rappeler au bon souvenir des dirigeants qu'ils sont là pour prendre des décisions difficiles, mais que ce n'est pas un travail au niveau seulement des dirigeants. Ça devrait être un travail collectif fait par tout le monde. Et malheureusement, ceux qui sont le plus capables de le faire ne le font pas aujourd'hui. Ça aurait pu être une Africaine, là. On aurait pu avoir une ressortissante de l'une des forêts qui, aujourd'hui, approvisionne le monde en termes d'énergie. Ça pourrait être l'Amazonie, ça pourrait être la forêt équatoriale africaine. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais on doit revenir à cela. Les plus gros pollueurs aujourd'hui ne prennent pas leurs responsabilités et ne diminuent pas la pollution. D'ailleurs, est-ce que Greta est arrivée jusqu'en Afrique? Non, elle n'est pas arrivée en Afrique encore. Comment vous l'expliquez? Non, pardon, je ne veux pas dire est-ce qu'elle est arrivée physiquement, mais est-ce que sa symbolique, son image est arrivée jusque-là? Est-ce qu'en Afrique, on trouve son discours, on trouve un écho? Ah oui, bien sûr. Bon, bien sûr que son discours trouve un écho. Il trouve un écho parce que quand vous arrivez aujourd'hui dans la forêt équatoriale d'Afrique, déjà, on parlait beaucoup de l'Amazonie qui brûlait et on a mis très peu l'accent sur la forêt équatoriale du bassin du Congo qui est en train de brûler également, dans les mêmes conditions. On ne parle pas de la déforestation qui est en train de prendre des proportions très importantes dans cette partie-là aussi. On ne parle pas du lac Tchad qui est en train de rétrécir et qui n'arrête pas de rétrécir depuis de nombreuses années maintenant. Donc toutes ces batailles-là sont aujourd'hui des batailles dont on parle sur le continent africain, mais qui ne ressortent pas beaucoup dans la discussion parce que la plupart des dirigeants ne veulent pas voir qu'il y a ce problème. Et soit c'est la corruption qui le fait, soit c'est le manque de prise de conscience qui fait qu'ils ne s'impliquent pas de façon très active dedans. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a aujourd'hui un besoin non seulement d'avoir des discours comme le sien, mais d'avoir des actions et des actions concrètes.
Vous aimeriez, vous, avoir une Greta Thunberg en Afrique, par exemple? Non, je crois que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Il ne faudrait pas que... Parce que le problème avec des idoles comme celle-là, oui, c'est planétaire. Si on a une personne qui porte le discours, on lui trouvera toujours des failles pour affaiblir le propos qu'il tient. Or, si c'est tout le monde qui s'y met, et qui s'y met franchement, on a quand même quelque chance d'y arriver. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut promouvoir. Richard, vous comprenez... toute l'émotion qu'elle met, cette jeune fille, dans son discours? Sur cette intervention-là, je suis beaucoup plus critique que sur celle qu'elle avait fait à l'Assemblée nationale française. Et je suis beaucoup plus critique pour deux raisons. La première, c'est que l'Assemblée nationale française, elle s'exprimait aux côtés de Valérie Masson-Delmotte, c'est-à-dire aux côtés d'une scientifique. Et elle avait, Greta Thunberg, d'ailleurs, dit, vous savez, moi, je ne m'exprime que sur une situation que les scientifiques peuvent expliquer. Elle s'était tournée à ce moment-là vers la climatologue qui avait donné les informations générales et l'état de la planète. Dans ce cas de figure, à la tribune des Nations Unies, moi, je suis gêné par deux choses. D'abord, parce qu'elle s'adresse à des chefs d'État. Elle ne s'adresse pas à des parlementaires, elle s'adresse à des chefs d'État pour certains, enfin pour un bon nombre démocratiquement élus, et elle a un ton certes d'indignation que l'on peut comprendre, mais elle ne les prend pas, je dirais, elle ne les invite pas à monter à bord. Et Emmanuel Macron a dit qu'il fallait faire attention de ne pas antagoniser, et là je pense qu'il met le doigt sur quelque chose. On peut critiquer, on peut dire nous sommes, nous la jeunesse, en train de périr, comme le dit Louis, vous allez nous donner une planète en très mauvais état, mais quand même ce sont des chefs d'État et de gouvernement qu'il faudrait inviter à monter à bord, et si elle devient en quelque sorte la critique permanente et la critique acerbe de tout le monde, je ne pense que ça ne va pas profiter à la cause qu'elle défend. La deuxième chose, c'est que je m'inquiète un peu de son instrumentalisation, non pas par ceux qui l'entourent immédiatement, comme on l'a dit parfois, par sa famille, etc., mais par des dirigeants d'organisations internationales qui veulent attirer la lumière sur eux et qui donc invitent Greta Thunberg. Et là, il faut faire très attention parce que vous savez, le problème de l'ONU, l'ONU est une maison généreuse et formidable, mais ils sont tous à la recherche de lumière, toutes ces organisations. C'est peut-être ce qui dérange, c'est qu'elle, elle y arrive. Elles veulent tous des médias, etc. Et donc, inviter Greta pour avoir la lumière, moi, ça m'inquiéterait. C'est vrai. Jean-Philippe? Je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là. C'est qu'il y a évidemment une utilité de l'alerte. C'est l'icône mondiale désormais de l'alerte sur le climat. Mais il y a la contre-productivité de la radicalité de l'alerte. C'est qu'à un moment donné, si elle s'enferme d'ailleurs dans une posture de crispation, où ce n'est plus l'écologie dénonciatrice, enfin le propos écologiste de la dénonciation, c'est le propos écologiste de l'accusation, une sorte de procureur, d'un seul coup, de tous les politiques mis dans le même sac, avec une double injustice. Mais alors qui va-t-on écouter, puisque le GIEC n'est pas entendu, les scientifiques ne sont pas... Je voudrais juste finir sur le point où elle met aussi des choses qui n'ont rien à voir dans le même sac. Excusez-moi, mais quand elle accuse 5 pays en mettant la France et le Brésil dans le même sac de la non-action pour le climat... La France, certes, il y a des progrès à faire au niveau français déjà et au niveau international par la France, mais les accords de Paris ont eu lieu où? Grâce un peu à la France, d'une part. Et sur le Brésil, quand le président français actuel s'organise avec des pays d'Amérique du Sud, le Chili, la Bolivie, pour essayer de lutter contre la déforestation au Brésil, et que le président brésilien dit non, on ne peut pas mettre la France et le Brésil dans le même sac sur le climat. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut être... pas totalement sérieux, on ne lui demande pas d'être diplômé au bac plus 8 du climat, mais il faut qu'elle essaye d'éviter de cette posture qui devient crispée. Et c'est cette crispation qui peut faire être contre-productive sur l'idée civique qui doit concerner les citoyens aussi, comme les politiques, d'avancer d'un même mouvement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Vous aussi, vous pensez que c'est contre-productif? Oui, je pense que c'est contre-productif. Elle devrait être dans l'action, parce que j'ai vu ces derniers mois beaucoup de mouvements qui se sont organisés dans des villes pour le nettoyage des plages, pour le ramassage des ordures dans les villes, les ramassages du déchet. Je pense qu'on doit être dans quelque chose de ce type-là. On doit être dans l'exemplarité, plus que dans la dénonciation. La dénonciation, nous sommes d'accord sur le constat. Nous sommes d'accord sur le fait que suffisamment d'efforts ne sont pas produits pour sortir de ce handicap-là. Mais la dénonciation stérile, malheureusement, n'apportera pas grand-chose. Bon, et alors, donc, là, il y a consensus total sur la question de Greta.
Attention, parce que je pense pas qu'on critique Greta Thunberg en tant que telle. Il se trouve que là, c'est en train de devenir un système. Et par ailleurs, n'oublions quand même pas que derrière ces chefs d'État et de gouvernement, il y a dans pas mal de pays de la planète des sociétés très traditionnelles. Et ces sociétés très traditionnelles, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient, pardonnez-moi, une adolescente à la peau blanche d'un pays par ailleurs qui a les moyens et qui vient s'ériger en procureur international. Alors moi j'attends, comme le dit Louis, moi j'aimerais bien qu'il y ait une Greta Thunberg africaine, une Greta Thunberg latino-américaine. Quand c'est l'Amérique latine, c'est le chef Raoni qui était une personnalité dotée d'une grande crédibilité, mais qui a quand même un âge certain. Donc il faut que Greta Thunberg s'entoure de gens de son âge. Au fond, il faut vraiment qu'elle joue collectif. Or, peut-être est-elle tentée en ce moment, je ne le sais pas, de jouer individuel et ce serait un grand tort. Elle draine quand même des millions de jeunes dans la rue, partout dans le monde. C'est assez exceptionnel quand même ce qu'elle a réussi à faire. C'est exceptionnel, effectivement, de drainer autant de monde. Donc c'est ça qui est positif, c'est que les jeunes se reconnaissent en cette icône. Mais il y a ce sujet aussi qui m'inquiète d'ailleurs pour elle aussi, c'est le côté sacrificiel. C'est qu'à un moment donné, quand elle dit « vous m'avez volé ma jeunesse », vous m'avez empêché d'aller à l'école. Enfin, souvenez-vous de vos 16 ans, Jean-Philippe. Oui, mais c'est un âge où on prend les choses un peu plus à cœur. Non, mais de là à dire qu'on lui a volé quoi? Non, on ne lui a pas volé. Elle s'est mise au service d'une cause, c'est très bien. Cette adolescente aurait pu aller à l'école, elle a fait son choix, mais qu'elle ne nous reproche pas collectivement dans la terre entière de lui avoir volé sa jeunesse et d'avoir empêché d'aller à l'école. C'est pas possible. C'est ce côté sacrificiel qui est un petit peu dangereux dans la mécanique de sacrifice. Ça peut aller loin aussi, y compris en négatif pour sa propre personne, son propre équilibre et le propre force de son discours, finalement. Et alors, pour sourire un peu, vous imaginez le nombre d'ados dans le monde maintenant qui vont reprocher à leurs parents de leur voler le droit d'aller à l'école, etc. Je pense qu'ils n'ont pas attendu Greta pour leur reprocher tout un tas de choses. Et je pense surtout qu'au-delà de se focaliser sur Greta, l'idée aujourd'hui serait que chacune des personnes qui peut avoir un impact joue son rôle à fond pour que l'on évite ce réchauffement qui est en train de monter. Parce que en se focalisant sur elle, on oublie aujourd'hui l'urgence climatique qui est quand même le dossier de fond. C'est pas savoir si elle a raison ou pas, c'est de savoir si on arrive à empêcher la remontée de température qui passe déjà à 2 degrés. Voilà. On a épuisé nos réserves déjà. Ce serait le paradoxe que Greta empêche collectivement de bouger, mais on peut bouger sans Greta, effectivement. Greta Thunberg vient d'arriver il y a 1 an et pourtant les chefs d'État ont déjà depuis 30 ans ce dossier, mais force est de constater que ça ne bouge pas beaucoup. Ça n'avance pas assez vite, mais c'est faux de dire que ça ne bouge pas du tout. Donc il y a une réalité qui n'est pas la plus simple, c'est de changer notre système de transition énergétique globale et de lutter contre le réchauffement climatique. Si c'était rapide et facile, ça se saurait quand même. Louis, un dernier mot. Oui, il y a un principe qui avait été instauré, c'était celui du pollueur-payeur. Je ne sais pas ce que cela a donné. D'ailleurs, pour revenir à Jacques Chirac, il avait instauré une taxe sur les billets d'avion qui devait servir à financer ce fonds-là, qui devait servir à ce que l'on préserve davantage l'environnement. Je ne sais pas ce que cela a donné, mais je pense que ce sont des mesures comme celle-là qui apporteront probablement des résultats beaucoup plus probants que les contestations ou les dénonciations que l'on peut avoir à la tribune des Nations Unies ou ailleurs. Même si on a vu que les taxes ne faisaient pas plaisir aux gilets jaunes qui parlaient de la fin du mois en l'opposant à la fin du monde, ce qui est totalement, d'ailleurs, en partie une vue de l'esprit, parce que la fin du mois peut être favorisée aussi grâce à des mesures écologiques aussi, et notamment de sobriété de dépenses énergétiques. Mais en tout cas, ces oppositions entre taxes contre le carbone et pour la lutte contre le réchauffement climatique était un vrai sujet qui ne met pas tout le monde d'accord, en France en tout cas. Richard, alors moi je suis pour le bien-être des familles et des parents, donc je suggère à Greta Thunberg une toute petite cure de silence avant qu'elle revienne sur le devant de la scène. Allez, on va passer à la semaine de dilemme en dessin. On va s'arrêter là. Je vois que Greta vous passionne vous également. Alors qu'est-ce que Dilemme a retenu de l'actualité? Greta, toujours, comment osez-vous regarder ailleurs alors que évidemment tout l'hémicycle regarde du côté de Rouhani qui fait son entrée. Le dossier iranien a visiblement davantage préoccupé que le climat.
Donald Trump a enfin parlé du climat, nous dit Dilemme. Oui, l'impeachment, ça me fait ni chaud, ni froid. Moi, je trouve ça très, très drôle. L'Égypte, évidemment, cette semaine où la situation se crispe depuis plusieurs jours. 1 millier de manifestants ont été arrêtés. L'Égypte, c'est une affaire à suivre avec le risque d'une répression féroce. Et puis, en Algérie, Saïd Bouteflika, l'homme de l'ombre, l'homme qui a toujours été à l'ombre, ce frère du président, surnommé le Régent, condamné à 15 ans de prison par un tribunal militaire. Et enfin... Ça fait beaucoup d'ombre, là. Ça fait beaucoup d'ombre. Hein. Et enfin, on termine avec Jacques Chirac qui poursuit son ascension vers les cieux. Lui qui avait dit ne pas être angoissé par la mort, car nourrissant l'espoir d'une vie dans l'au-delà. Et ce sera la fin de notre émission sur cette très belle image, je trouve, ce très beau dessin. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Kiosque. Merci à vous trois d'avoir été avec nous pour décrypter l'actualité avec passion, parfois avec beaucoup d'humour. Richard, merci. Merci à vous qui nous regardez. Vous pouvez évidemment revoir cette émission sur notre page Facebook, sur notre site internet et également sur Twitter. On attend vos commentaires et la semaine prochaine, vous retrouvez Sylvia Garcia. Excellente suite de programme. À vous tous.